Exploiter les ressources minières du Nord pour favoriser la paix, la sécurité et le développement. C'est la démarche choisie par les autorités de la transition. La délégation malienne de haut niveau qui séjourne en Russie a tenu une séance de travail avec la société Zarubej Geologia. En gestation, l'établissement d'une carte géologique du Mali. Nos envoyés spéciaux à Moscou nous en diront plus au cours de ce journal. Attirer l'attention des travailleurs des aéroports sur les fraudes dans l'espace aéroportuaire. Le sujet est au centre d'un atelier qui s'est ouvert ce matin à Bamako. 70 agents seront sensibilisés sur les pratiques de corruption dans les aéroports du Mali. Il est bien possible de cultiver du blé en quantité à Koutchala. La preuve est donnée par Mohamed Daouda Diarra, dit Joro Madou, qui a créé un champ-école destiné à la culture du blé. Il bénéficie de l'appui de l'IER et de la Direction régionale de l'agriculture. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce mercredi à Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, chef de l'État. Avec moi, Ibrahima Djombele, pour la lecture du communiqué. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Mariam Kone. Et c'est à vous. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le Conseil des ministres a adopté des projets de textes relatifs à la ratification de la Convention sur l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale signée à Conakry le 17 novembre 2022 entre le gouvernement de la République du Mali et le gouvernement de la République de Guinée. B. Des projets de textes relatifs à la ratification de la Convention de l'entraide judiciaire en matière pénale signée à Conakry le 17 novembre 2022 entre le gouvernement de la République du Mali et le gouvernement de la République de Guinée. C. Des projets de textes relatifs à la ratification de la Convention sur l'extradition signée à Conakry le 17 novembre 2022 entre le gouvernement de la République du Mali et le gouvernement de la République de Guinée. D. Des projets de textes relatifs à la ratification de conventions sur le transfèrement des personnes condamnées signées à Conakry le 17 novembre 2022 entre le gouvernement de la République du Mali et le gouvernement de la République de Guinée. La coopération judiciaire entre la République du Mali et la République de Guinée est fondée sur la Convention générale de coopération en matière de justice signée à Bamako le 20 mai 1964. Face aux nouveaux défis liés au terrorisme et à la criminalité transfrontalière, il est devenu nécessaire d'adapter les instruments juridiques au contexte actuel. C'est dans ce cadre que le gouvernement de la République du Mali et le gouvernement de la République de Guinée ont procédé le 17 novembre 2022 à la signature de la Convention sur l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, de la Convention et sur l'entraide judiciaire en matière pénale, de la Convention sur l'extradition, de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées. La signature de ces conventions vise à favoriser une gestion concertée des questions relatives à l'entraide judiciaire, notamment à travers la remise des actes et pièces judiciaires et extrajudiciaires, la transmission et l'exécution des commissions rogatoires, l'exécuteur en matière civile, commerciale et sociale, la comparution des témoins et des experts en matière pénale. Les projets de texte adoptés autorisent la ratification des dites conventions. Leur mise en œuvre permettra de consolider les relations judiciaires entre les parties, de contribuer à une bonne distribution de la justice, de renforcer l'état de droit et de préserver les droits des citoyens des deux pays. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à une nomination. Le nom de l'intéressé est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement, le www.sgg-mali.ml et dans le journal Essor. Au chapitre des communications, le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations
avec les institutions, a informé le Conseil des ministres de l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet de système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales. Dans le cadre du suivi de l'opération d'identification physique des agents de l'État et des collectivités territoriales, le comité de pilotage du projet a statué sur les difficultés liées au déploiement des missions d'identification physique des agents dans les régions et zones non couvertes et validé les propositions de solutions et le chronogramme revu pour l'exécution des activités de finalisation. Le projet CGRH est prorogé au 30 juin 2024 pour permettre la prise en charge des activités liées notamment à l'identification physique des agents dans les régions et zones d'accès difficile, la réalisation des opérations d'identification du personnel des missions diplomatiques et consulaires, le déploiement et l'interconnexion de la base des données SIGRH, la production des fichiers provisoires, la gestion des réclamations, la production du rapport final, la mise à disposition du nouveau système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres des conclusions de la conférence régionale de l'Afrique de l'Ouest en prélude au 9e congrès panafricain. Dans le cadre des activités préparatoires du 9e congrès panafricain prévu à Lomé du 29 octobre au 2 novembre 2024, la République du Mali, à la demande des autorités de la République togolaise, a abrité les 14 et 15 mars 2024 la conférence régionale pour l'Afrique de l'Ouest sous les thèmes diaspora, afrodescendants et développement. Cette rencontre a réuni une centaine de participants, notamment des ministres et chefs de délégation des pays de l'Afrique de l'Ouest, des représentants gouvernementaux d'États membres du Haut Comité de l'Union africaine en charge de l'agenda 2021-2031, des membres du comité scientifique du 9e congrès, des personnalités des diasporas africaines et des communautés afro-descendantes, des opérateurs économiques et des investisseurs évoluant dans divers secteurs d'activité, des experts nationaux et internationaux et des activistes panafricains. Au terme des travaux, les participants ont adopté la déclaration de la conférence régionale de l'Afrique de l'Ouest, dont les conclusions seront présentées par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale au 9e congrès panafricain qui se tiendra à Lomé, au Togo. En marge de la conférence régionale, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a présidé la réunion ministérielle de l'Alliance politique africaine. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction citoyenne, de l'instruction civique et de la construction citoyenne a informé le Conseil des ministres de l'organisation d'un tournoi international de l'amitié U18 en basketball. Le tournoi international de l'amitié U18 filles et garçons en basketball est une initiative de la Fédération malienne de basketball soutenue par le département en raison des impacts positifs qu'il revêt en termes de redynamisation des relations de coopération par le sport et la mise à niveau de nos sélections nationales. Le dit tournoi que regroupera outre le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal et la Tunisie se déroulera du 23 mars au 1er avril 2024 ici à Bamako. L'objectif est d'offrir un cadre de préparation aux sélections nationales U18, filles et garçons qualifiés respectivement pour la Coupe du Monde et l'Afro-Basket de leur catégorie et de redynamiser les relations d'amitié entre les pays participants par le sport. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a informé le Conseil des ministres de la tenue de la première session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine au titre de l'exercice 2024. La première session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine est prévue à Dakar au Sénégal le 28 mars 2024 sera essentiellement consacrée à l'examen et l'approbation de la situation économique et monétaire de l'UEMOA au 31 décembre 2023.
L'approbation des comptes de la BCEAO pour l'exercice clos le 30 décembre 2023, l'affectation des résultats financiers de la BCEAO pour l'exercice clos le 30 décembre 2023, l'adoption de la convention révisée régissant la commission bancaire, l'approbation des comptes annuels de la BOAD pour l'exercice clos le 30 décembre 2023, l'adoption du rapport annuel 2023, l'examen et l'approbation de la réforme institutionnelle et organisationnelle, l'examen et l'approbation du projet de budget au titre de l'exercice 2024. Au cours de cette session, le Mali mettra l'accent sur les points suivants: la gouvernance globale de la BCEAO et son impartialité dans le traitement des États membres, le financement de l'économie des États membres, le refinancement des banques et la situation des liquidités, les activités de supervision de la Commission bancaire, le renforcement des engagements de la BOAD dans le financement des projets structurants pour une croissance économique soutenue et durable, notamment dans les secteurs stratégiques, agriculture, énergie, infrastructure. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population a informé le Conseil des ministres de l'organisation de la semaine de l'Ordre des géomètres experts du Mali. L'Ordre des géomètres experts pour mission de veiller à la stricte observation par ses membres de leurs devoirs professionnels et du code de déontologie et d'assister les pouvoirs publics et les populations en cas de nécessité. L'Ordre des géomètres experts, en partenariat avec l'Agence de cession immobilière, organise la semaine de l'Ordre des géomètres experts du 18 au 20 avril 2024 avec pour thème « La sécurisation des droits fonciers est essentielle pour stimuler l'investissement et la croissance économique ». Elle vise à promouvoir les dispositions de sécurisation foncière respectant la diversité des droits et des sources de légitimité au service d'un développement équitable. La tenue de cette semaine permettra entre autres, de sensibiliser les acteurs de la gouvernance foncière et les usagers pour une bonne gestion financière, d'adopter une approche intégrée pour stimuler l'investissement et la croissance économique, de contribuer au renforcement des capacités des géomètres experts. La semaine enregistrera la participation des acteurs publics et privés du secteur du foncier du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Bénin, du Niger, du Sénégal, du Togo et du Royaume du Maroc en qualité de pays invités d'honneur. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a informé le Conseil des ministres de la commercialisation incontrôlée et illicite des équipements de transmission et de communication dénommés kits Starlink par certains opérateurs économiques et fournisseurs d'accès Internet. Le kit Starlink est un moyen d'accès à Internet par satellite dont la commercialisation et l'installation au niveau des ONG et des particuliers ont été constatées suite à des investigations de l'autorité malienne, des régulations des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication et des postes à Bamako et dans les zones du Nord, zones de conflit dont Léré, Gao, Tombouctou, Ménaka et Kidal. Face aux attaques terroristes, l'introduction sur le territoire national sans autorisation ainsi que l'utilisation incontrôlée et illicite de cette technologie n'ayant pas fait l'objet d'homologation au Mali peuvent favoriser la prospérité des actions des groupes armés terroristes et constituent une entorse aux règles du marché. Il est donc indispensable que l'importation, la vente et l'utilisation de la technologie Starlink respectent le cadre juridique national aménagée pour se rassurer qu'elle soit sûre, sécurisée et utilisée conformément aux normes nationales et internationales. Pour cela, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour démanteler et interdire les terminaux Starlink sur toute l'étendue du territoire national, examiner la faisabilité de l'utilisation illégale du dit matériel avec des interlocuteurs officiels, renforcer l'accès des populations à Internet. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, par une augmentation du nombre de cas
confirmé de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, c'est ce retour professeur Mariam connaît bonne suite du journal et surtout bonne suite de Ramadan. Ça n'est pas facile, hein? Tout à fait. Merci beaucoup Ibrahima Djambélé et buvez beaucoup d'eau. Merci. Et cap sur Moscou pour parler de l'exploitation des ressources minières du Nord pour favoriser la paix et la sécurité. La sécurité et le développement, c'est la démarche choisie par les autorités de la transition. L'établissement d'une carte géologique était au cœur d'une séance de travail à l'occasion de cette visite à Moscou de la délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'Économie et des Finances. C'était au siège de la société Zarubezh Geologia avec laquelle un mémorandum d'entente a été signé sur le sujet en octobre 2023. Envoyés spéciaux à Moscou, Yaya Konaté, Adama Kamara. D'un côté, la direction générale et des experts de la société Zarubezh Geologia. De l'autre, la délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'Économie et des Finances et sur la table un mémorandum d'entente signé en octobre 2023 relatif à l'établissement d'une carte géologique pour le Mali. Il s'agit pour notre pays d'avoir une connaissance exhaustive des ressources minières et minérales dont regorge son sous-sol pour mieux les exploiter et les mettre au service du développement. Et dans cette démarche, les autorités de la transition ont souhaité accorder la priorité à la partie nord du pays. La zone du nord qui est devenue une zone stable aujourd'hui, une zone du nord qui regorge de beaucoup de potentialités. Et il nous est apparu important donc de donner la priorité à faire la carte minière de cette zone afin de pouvoir commencer très rapidement l'exploitation des richesses et de pouvoir favoriser donc la sécurité et la paix dans cette zone. Et dans les 48 heures, nous allons nous retrouver pour en tout cas signer un accord pour qu'il puisse très rapidement commencer pour un délai maximum de 18 mois de faire les travaux sur le nord. La recherche pétrolière ne restera pas en marge du processus d'élaboration de la carte géologique du Mali. Aujourd'hui, le Mali dispose de certaines données qui vont être transmises à la partie russe pour qu'ils puissent les analyser, pour que dans un premier temps, nous puissions avoir également des résultats par rapport à la qualité de tous les produits pétroliers que nous avons, de tous les produits liquides que nous avons sur l'ensemble du territoire et comment, en tout cas, assurer une meilleure exploitation de ça. Contrairement au nord, de nombreuses études sont déjà disponibles en matière d'exploration et d'exploitation minière dans le sud du pays. Il s'agit pour les deux parties d'aller plus loin dans le cadre de ce nouveau partenariat. Nous disposons déjà de beaucoup de données à l'échelle 1 sur 200 000 et à l'échelle 1 sur 50 000 sur certaines zones du sud. Donc il s'agit pour nous de bien identifier ces zones. La partie qui ne sera pas concernée donc, par ces deux études, donc, sur 1 sur 200 000 ou 1 sur 50 000, donc de demander à la partie russe donc, de travailler sur ça pour qu'également dans un délai maximum de 18 mois aussi, nous puissions disposer d'une carte beaucoup plus précise et permettre donc de mieux mettre en œuvre le nouveau code minier pour que vraiment ces ressources minières puissent briller ou couler pour le Malien. Faire en sorte que les ressources minières du Mali profitent à tous les Maliens et contribuent au développement du pays, telle est la finalité recherchée par les autorités du pays. La renégociation de contrats et l'adoption d'un nouveau code minier font partie des actes déjà posés dans la poursuite de cet objectif. La Russie tiendra tête à tous ses adversaires. Promesse du président Vladimir Poutine, réélu dimanche dernier pour un nouveau mandat de 6 ans. Face à son équipe de campagne, le chef du Kremlin a dressé le portrait d'une Russie consolidée par sa victoire et qui ne se laissera pas intimider. À l'instar de plusieurs dirigeants du monde, le président de la transition lui a adressé ses chaleureuses félicitations. Ibrahim Traoré. Vladimir Poutine, 71 ans, entame un 5e mandat de 6 ans à la tête de la Fédération de Russie. Réélu dimanche dernier, il a obtenu plus de 87% des voix selon les derniers résultats officiels publiés lundi. Le taux de participation est estimé à près de 75%. Droit dans ses bottes, Vladimir Poutine entend poursuivre sa politique intérieure et extérieure avec la même détermination. У нас впереди много задач. Но когда мы консолидированы, и мне думается, что для всех это стало понятно,
Кто бы и как не хотел нас запугать, кто бы и как бы не хотел нас подавить, нашу волю, сознание, ни у кого никогда, как я уже говорил, ничего подобного в истории не получалось, сейчас не получилось и не получится в будущем. Никогда. Результаты выборов – это доверие со стороны граждан страны и их надежда на то, что мы все сделаем так, как запланировано. Хочу поблагодарить всех вас и всех граждан страны за поддержку и это доверие. Спасибо большое. Au lendemain de la victoire du chef du Kremlin, ses nombreux homologues du monde entier n'ont pas tardé à lui adresser des messages de félicitations. Parmi ces réactions, celle du président de la transition. Sur sa page X, colonel Assimi Goïta souhaite au président Poutine plein succès dans l'accomplissement de ses hautes fonctions. En sa qualité de partenaire stratégique et sincère du Mali, je lui renouvelle toute notre amitié, écrit le chef de l'État malien. Retour à Bamako, les groupes scolaires Inayaro et Nelson Mandela sont les nouveaux bénéficiaires des œuvres sociales du président de la transition. Ils viennent de recevoir chacun un fourrage équipé. Les 2 points d'eau ont été inaugurés ce mercredi par le conseiller spécial du président de la transition. Compte rendu, Batraoré. L'eau, source de vie et de joie pour les élèves des groupes scolaires Ina Yaro de Bangoné en commune 1 et Nelson Mandela de l'hippodrome en commune 2 du district de Bamako. Les 2 établissements scolaires bénéficient respectivement du 310e et 311e forage au compte des œuvres sociales du président de la transition. Le président de la transition a voulu offrir de l'eau potable aux élèves maliens. C'est pour leur signifier que sa solidarité va au-delà de tout ça. Les œuvres sociales ont été mises en place pour ça et les œuvres sociales sont en train de s'intensifier et se diversifier. On est dans une vaste campagne d'inauguration de forages dans les écoles en général. Les bénéficiaires sont unanimes quant à la pertinence des 2 forages réalisés. Vous voyez les écoles dans lesquelles nous sommes passés, il y a de grands effectifs d'élèves qui sont dans ces écoles. Cela veut dire que ces écoles d'abord sont dans le besoin et c'est très important en matière d'assainissement qu'il y ait vraiment de l'eau pour ces enfants. C'est une satisfaction pour tout le monde, et pour les parents et pour les élèves. Ça permet de maintenir les élèves dans une situation vraiment d'hygiène et qui améliore la santé et la qualité aussi des apprentissages. Les responsables des comités de gestion scolaire des 2 établissements promettent de faire bon usage des installations ainsi offertes par le président de la transition. La journée mondiale de l'eau est célébrée le 22 mars de chaque année. L'édition 2024 a pour thème mondial l'eau pour la paix. En prélude à l'événement, la Direction nationale de l'hydraulique a organisé avec ses partenaires une conférence de presse. Abibatou Dit Koyan-Diakité et Aruna Djara, compte rendu. L'accès à l'eau potable est reconnu comme un droit fondamental depuis juillet 2010 par l'ONU. Et c'est depuis 1993 qu'un thème mondial est fixé chaque année par les Nations Unies pour magnifier l'eau le 22 mars. Cette édition 2024 tourne autour du thème « L'eau pour la paix ». En prélude à l'événement, les acteurs ont initié un cadre d'échange avec les journalistes. Objectif, les épauler dans leur mission de sensibilisation et d'information des citoyens sur l'importance de la gestion durable des ressources en eau comme facteur de paix dans un contexte de changement climatique. L'eau, c'est un élément naturel qui obéit à un phénomène cyclique. C'est la seule ressource naturelle cyclique au monde. Donc, nous devons tout faire pour prendre les dispositions pour préserver ce que nous avons eu ici en termes d'eau douce. Parce qu'il y a plus de 70% des volumes d'eau sur la Terre, dont 3,5% sont seulement de l'eau douce, de l'eau qu'on peut consommer. Lorsqu'il y a une pénurie d'eau, je vous avoue que ça amène toutes sortes de problèmes. En 2023, le taux d'accès à l'eau potable au plan national est de 71,9%. Les œuvres sociales du président de la transition qui visent à donner de l'eau potable aux populations est une initiative qui réduit considérablement le déficit d'eau dans notre pays. Il y a eu 2 campagnes et les 2 campagnes ont abouti à 300 forages. Maintenant, il y a une 3e campagne qui a démarré en 2024 et qui fait 60 forages et sur laquelle campagne on a déjà 10 forages
est fini, où les réceptions ont commencé. Chaque fois qu'on donne de l'eau, on contribue à amoindrir la souffrance de la population. Nous avons une politique nationale de l'eau qui est en cours de validation, qui est au niveau du département en charge de l'énergie et de l'eau. Nous avons également des programmes qui doivent y l'accompagner. Et ce sont des programmes qui coûtent des milliards. Pour pouvoir atteindre en tout cas l'accès universel d'ici 2030, il faut mettre les budgets doubles. La célébration de la journée de l'eau, édition 2024, aura lieu au Centre international de conférence de Bamako vendredi prochain. Après cela, un atelier de restitution de cette journée se tiendra le 16 avril 2024. Ouverture ce mercredi d'un atelier sur les pratiques de corruption dans les aéroports du Mali. Il est destiné à 70 agents des aéroports. Il s'agit d'attirer leur attention sur les cas de fraude dans l'espace aéroportuaire. D'autres précisions avec Youssouf Diakité et Djeli Makan-Djabati. Pour une meilleure gouvernance de nos aéroports, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite alerte à travers cette formation qui s'adresse à 70 agents des aéroports du Mali. L'objectif, c'est de lutter contre toutes ces pratiques frauduleuses qui affectent dangereusement la croissance économique du pays. La qualité du cadre physique, mais aussi la rigueur et la courtoisie des agents sont des éléments d'appréciation que le visiteur projette sur l'ensemble du pays par le prisme de l'aéroport. Dans ce cadre, à l'OCLEI, nous saluons les agents des aéroports du Mali pour la qualité de leurs prestations en général bien appréciées par les utilisateurs. Le secrétaire général du ministère des Transports et des Infrastructures qui a ouvert les travaux rassure que la démarche de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite cadre avec les missions du département des Transports. Selon la Banque africaine de développement, la corruption cause à elle seule une perte annuelle estimée à 148 milliards de dollars, soit 25% du PIB de l'Afrique. L'OCLEI, faut-il le rappeler, à travers la réalisation de ces activités, s'inscrit dans l'agenda international et matérialise du coup le thème mondial 2023 choisi par les Nations Unies, unir le monde contre la corruption. La vice-présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a présidé ce matin les travaux de la journée d'information sur les obligations de transparence des personnes morales et de construction juridique. L'initiative entre dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux. Reportage Youssouf Diakité. Le blanchiment des capitaux constitue un énorme gâchis pour l'économie nationale. C'est fort de cette réalité que la cellule nationale de traitement des informations financières s'attaque d'abord au fléau avec cette journée d'information à l'endroit des opérateurs économiques à travers la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. La CENTIF, sa mission principale, c'est de contribuer à l'action de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par l'État. Donc c'est l'organe que l'État a mis en place à cet effet. La CENTIF a une mission fondamentale qui est d'analyser les dénonciations dans ce cadre-là. La CENTIF a entrepris une large campagne donc, de sensibilisation à l'intention de tous les assujettis à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L'objectif fondamental de cette journée d'information est de mettre en lumière les activités frauduleuses qui asphyxient le développement économique du pays. Le blanchiment d'argent tue l'économie d'un pays et aussi ça permet de développer les activités criminelles parce que souvent, sans même le vouloir, tu peux être au milieu d'un circuit terroriste. Donc si les opérateurs économiques sont déjà avertis, ça peut beaucoup les aider. Les participants ainsi sensibilisés seront des relais pour des messages relatifs aux cas pouvant être considérés comme des cas de fraude et de délits financiers.
Actualité dans nos régions, Mopti est suffisamment approvisionné en produits de première nécessité. Le constat est fait par le conseiller aux affaires économiques du gouverneur de la région au terme d'une visite de terrain. En troisième région également, les stocks sont suffisants pour couvrir les besoins du mois de Ramadan, voire au-delà. L'assurance a été donnée hier mardi par des opérateurs économiques à la gouverneure de la région de Sikasso. Les comptes rendus de nos reporters Bemba Sibi et Moustapha Doumbia. Le marché de Mopti est suffisamment approvisionné en produits de première nécessité, notamment le riz, l'huile ou encore le sucre. Le constat est fait par une équipe conduite par le conseiller aux affaires économiques et financières du gouvernorat de Mopti. On a mis en place un stock suffisant pour faire face à la forte demande du mois de Ramadan. Côté prix, le bidon de 20 litres est cédé actuellement entre 12 500 francs et 13 000 francs contre 22 000 francs l'année dernière. Le prix de l'huile alimentaire a donc baissé par rapport à l'année dernière. Si le prix du riz local et importé reste maîtrisé, pour le sucre, les commerçants de Mopti ont décidé de baisser davantage le prix pour permettre aux musulmans de passer cette période de grande consommation en toute quiétude. Je suis rassuré car le marché de Mopti est bien fourni en produits de première nécessité. Mieux, les vendeurs de sucre ont décidé de céder le sucre encore moins de 28 750. Ils vendent le sac à 28 250 francs CFA. On a donné ça à 28 250 francs par sac. Nous avons vu d'autres produits qui sont vraiment de très grande nécessité pendant ce mois. Parce que le mois de carême est un mois où vraiment la consommation de tout genre augmente. Donc on a vu toutes sortes de produits sur le terrain, notamment le riz, l'huile, tout ce qui rentre en tout cas dans le panier de la ménagère. Et aujourd'hui, on peut se dire, alhamdoulilah, nous allons passer un très bon mois de carême. Cette visite de terrain a permis aux autorités et acteurs du commerce local de s'assurer de la disponibilité des produits de grande consommation à un prix abordable sur le marché de Mopti. L'île de l'usine Ikosi, huilerie cotonnière de Sikasso, est le premier site visité par la délégation du gouverneur. Une délégation composée d'autorités administratives et politiques, des services techniques et des représentants des commerçants. Après Ikosi, la gouverneure s'est rendue au grand marché de Sikasso pour voir un stock de sucre. Les opérateurs en charge de ces produits ont rassuré la chef de l'exécutif régional. Le stock que nous disposons actuellement est de 60 000 bidons d'huile de 20 litres. La production est toujours en cours. Nous pensons donc pouvoir couvrir les besoins du mois de Ramadan. Nous pensons qu'il n'y aura pas de rupture de sucre pendant les mois de Ramadan. Les stocks disponibles vont au-delà de ces mois. Le stock de sucre visité au grand marché de Sikasso est l'un des 7 stocks dans la ville de Sikasso, selon le directeur régional en charge du commerce. Nous pouvons le dire avec assurance que les prix plafonds fixés par l'État est respecté dans les différentes localités de la région de Sikasso. Mais cela n'empêche, le contrôle est sur le terrain. Donc c'est pour traquer et sanctionner ceux qui tentent éventuellement de violer ces prix plafonds. En cette période de spiritualité et de solidarité, il est essentiel pour nous de nous assurer de la disponibilité de ces produits et de savoir ce que nos marchés offrent comme produits alimentaires à nos populations. Nous nous sommes rendus compte de la disponibilité même après le mois de Ramadan. Les chiffres de la Direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence font état de 1322 tonnes de sucre disponibles, plus d'1 million de litres d'huile et 3964 tonnes de céréales. Parlons à présent de la culture du blé et rendons-nous à Koutiala avec cette initiative de Mohamed Daouda Diarra, dit Joromadou. Il a créé un champ école destiné à la culture du blé et bénéficie de l'appui de l'IER et de la Direction régionale de l'agriculture. Reportage Brahima Kone. Les conditions agroclimatiques de Koutiala sont favorables à la culture du blé.
parole d'expert en matière d'agriculture suite à une expérimentation effectuée par Mohamed Daouda Diarra dit Joro Madou. Le coup d'essai a été un coup de maître. À travers ce que nous venons de voir, nous pouvons affirmer que c'est possible en tout cas que le blé soit cultivé en tout cas dans la condition agroclimatique de Koutiala. Il faut qu'il y ait un point d'eau, ça c'est la condition sine qua non. Il faut aussi se baser sur les variétés que la recherche a mises au point. En tout cas, au minimum, il faut 90 à 120 jours pour en tout cas récolter les champs de blé. L'idée de ces champs est née de la volonté de Joro Madou de contribuer aux efforts gouvernementaux en matière d'autosuffisance alimentaire. Le blé récolté dans ce champ devra constituer un stock de semences pour la superficie à cultiver l'an prochain. Je salue les efforts consentis par l'IR et la direction régionale de l'agriculture de Koutiala pour la réussite de ce champ école. En plus des conditions agroclimatiques, la culture de blé requiert beaucoup d'eau. Je compte non seulement sur l'eau de pluie, mais aussi sur mes propres moyens d'irrigation pour cultiver les blés en quantité. Mes prévisions en matière de superficie cultivable sont estimées à 2 hectares. Cette initiative de Joro Madou devra inciter plus d'un à la culture du blé à Koutiala. Le blé cultivé sera environ 55 700 hectares pour une production moyenne annuelle estimée à 45 000 tonnes. Cette production est largement en deçà de la consommation au niveau du Mali, qui est estimée aussi à 365 000 tonnes. Le blé occupe une place de choix dans le cadre de la sécurité alimentaire. En témoignent ses valeurs nutritionnelles. Le principal élément qu'on recherche au blé, c'est la protéine. Très riche aussi en éléments nutritifs tels que le carbone, le magnésium, le zinc et autres. Le son aussi est très important aussi pour l'alimentation des animaux, surtout des volailles et autres. Joro Madou a aussi exprimé sa volonté d'exceller dans le domaine du commerce à travers l'implantation d'une usine de décortiquage du riz et du blé. Et transition toute trouvée, célébration demain 21 mars de la Journée internationale des forêts. Occasion pour le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable de souligner l'importance des écosystèmes forestiers et la nécessité de les protéger. Suivons la synthèse du message du ministre Mamadou Samaké avec Agibou Koulibaly. Les forêts jouent un rôle crucial dans la régulation du climat, la préservation de la biodiversité et la fourniture de ressources essentielles pour la vie sur Terre. Le ministre appelle chacun d'entre nous à identifier des actions de protection et de restauration des forêts. La forêt est aujourd'hui sujette à de fortes pressions dues aux effets du changement climatique, aux coupes abusives du bois et défrichements anarchiques, à l'industrialisation et l'urbanisation galopante, à la construction de routes et de barrages, aux occupations illicites du domaine forestier sans une réelle compensation, aux recherches minières et à l'orpaillage, au surpâturage et feux de brousse, etc. Ces pressions sur les forêts entraînent des conséquences drastiques qui sont la disparition de la flore et de la faune, la perte de la biodiversité. Pour le ministre Samaké, nous devons promouvoir une gestion forestière durable, soutenir les initiatives de reforestation et lutter contre les pratiques destructrices. Nous devons intensifier les actions portant sur les classements de nouvelles forêts, la rationalisation des prélèvements de bois, le contrôle des défrichements, la lutte contre les feux de brousse et l'érosion des sols, l'aménagement des aires protégées, l'agriculture et l'élevage résilients et durables. Si chaque Malienne et chaque Malien plantait et entretenait un arbre par an, nous aurions environ 22 400 000 nouveaux arbres tous les ans. En travaillant ensemble pour préserver nos forêts, nous investissons dans un avenir plus vert, plus durable et plus résilient pour tous, conclut le ministre Samaké.
Près de 7 milliards 300 millions de francs CFA, c'est le budget prévisionnel 2024 de l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako. C'est ce qui ressort de la 12e session ordinaire de son conseil d'administration. Fademba Keita. L'analyse des documents soumis à l'appréciation de la vingtaine d'administrateurs présents à la 12e session ordinaire de l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako leur permet de trouver les voies et moyens afin de relever les nombreux défis. Surtout cette année, avec un budget réduit de 5,5%, puisque de 7 milliards 680 millions de francs CFA en 2023, il est revenu à 7 milliards 256 millions de francs CFA en 2024. Pour l'année académique 2024, nous devons garder le cap, être réactifs et assez imaginatifs pour relever les défis anciens comme nouveaux, notamment en priorité la régularisation des années académiques, la gestion des flux d'étudiants, la poursuite de la mutualisation des infrastructures, la poursuite des travaux de construction des amphis 800 et 500 places. Cette 12e session essentiellement budgétaire doit également proposer des pistes susceptibles de capitaliser et de renforcer les acquis. Certaines activités ont pu être réalisées au cours de l'année 2023. Il s'agit notamment du renforcement de la capacité de la bibliothèque universitaire, de la mise à disposition par l'USSTB de 2 amphis préfabriqués et des petites salles de classe, de la poursuite de la formation des étudiants en entrepreneuriat. Au cours de cette session, nous aurons à examiner et à adopter le compte-rendu de la 11e session ordinaire du Conseil, évaluer l'état d'exécution des recommandations de la 11e session. En fin d'année, la question des indemnités accordées à certains responsables, l'organisation et la gestion des formations payantes, la gestion du guichet unique de recouvrement des ressources propres à l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako seront au centre d'une autre session. L'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako a formé 22 700 étudiants dans l'ensemble de ses filières en 2023. L'université a également participé à des journées de la recherche et de l'innovation et ses enseignants-chercheurs ont pris part à des expositions d'œuvres. Ces informations ont été révélées à l'ouverture de la 18e session ordinaire de l'établissement. Batraoré. À l'ULSHB, Université des lettres et des sciences humaines de Bamako, le programme de travail a souffert de la nette diminution des ressources propres en 2023. Malgré ces difficultés, l'université a pu mener à bien certaines activités conformément à sa mission de formation et de fourniture de services à la communauté. À titre illustratif, sur le plan, n'est-ce pas, de la formation, nous avons en 2023 assuré la formation de 22 700, pratiquement 16 étudiants. Donc, et au niveau, n'est-ce pas, de la recherche, nous avons pu publier des ouvrages qui ont été réalisés sur un volet que nous avons appelé le programme des petites subventions pour la recherche. Sur le plan de l'engagement communautaire, nous avons assisté les enfants déplacés grâce à notre consortium qui est AAP. Donc sur ce plan-là, une centaine d'enfants ont bénéficié de notre accompagnement. Malgré les efforts de l'État, l'insuffisance des ressources financières et celle des ressources humaines demeure. Toutes ces difficultés appellent une gestion encore plus rigoureuse. Aussi, le conseil de l'université et l'ensemble des acteurs doivent rechercher ensemble des solutions alternatives pouvant motiver le personnel de cette université pour réduire les velléités de départ continu des agents, toutes catégories confondues. La participation aux journées de la recherche et de l'innovation et l'exposition d'ouvrages réalisés par les enseignants-chercheurs sont d'autres activités menées par l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako en 2023. Et il s'agissait bien de la 12e session de l'université et autre conseil d'administration, celui de l'Agence de développement régional de Tombouctou qui vient de se tenir. Cette session a fait le point des activités du programme 2023 de la structure. Le conseil a adopté par ailleurs un budget annuel de 211 millions de francs CFA pour 2024. Najim Babassissé et Mauloud Tandina. L'Agence de développement régional de Tombouctou a exécuté son programme d'activité 2023 dans un contexte marqué par la rareté des ressources financières et des irrégularités dans le paiement des cotisations au niveau des membres. Qu'à cela ne tienne, la structure a pu effectuer d'énormes réalisations
auprès de ces cibles qui sont les collectivités territoriales. L'accompagnement des collectivités de la région en termes de planification, notamment les PDSEC 2021-2025, des collectivités qui n'en avaient pas eu. On a aussi réalisé des études sur le potentiel fiscal des communes. Cette 10e session ordinaire a permis aux administrateurs de l'agence de faire la revue des recommandations de la 9e session. Ensuite, présenter, amender et adopter le budget annuel de performance et du contrat annuel de performance 2024 qui se chiffre à plus de 200 millions de francs CFA. Peu de collectivités ont en tout cas versé leur quote-part et cela alors nous engage dans l'avenir pour que toutes les communes versent à 100% leur quote-part. Sinon, nous ne pouvons réclamer à l'ADER alors l'accompagnement que nous souhaitons. Les administrateurs ont formulé d'importantes recommandations en vue d'améliorer les prestations de l'agence. Les invitons également aussi à profiter de la plus-value de l'exécution du PEDRAS ici dans la région de Tombouctou qui a concerné 11 communes pour que au PEDRAS 2, que l'ADR puisse avoir une part entière en ce qui concerne sa participation. Auparavant, une minute de silence avait été observée à la mémoire du directeur général de l'agence, décédé il y a quelques mois. Les administrateurs de l'hôpital régional Fousséni Dao de Caille, eux, se sont réunis lundi en session ordinaire au programme l'examen et l'adoption du rapport d'activité 2023 et l'adoption du budget de 2024 qui s'élève à plus d'1,8 milliard de francs CFA. Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. Au cours de l'année 2023, l'événement phare de l'hôpital Fousséni Dao fut le démarrage des activités de l'unité d'hémodialyse dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Grâce à cette unité aujourd'hui, les usagers sont dispensés de se rendre dans des conditions difficiles à Bamako. Par notre dernière information, nous étions au-delà de 9000 séances de dialyse. Par rapport aux activités médico-techniques, nous pouvons retenir que les activités ont été exécutées dans une fourchette de 80 à plus de 100%. Par rapport au budget 2023, nous avons une exécution de 79%. En termes de matériel, l'hôpital a eu une radiographie mobile, un appareil d'échographie et d'autres types d'équipements. En ce qui concerne les prévisions pour 2024, le budget prévisionnel connaît une légère baisse. Le budget s'élève à 1,8 milliard. On constate une baisse de 5% par rapport à 2023. Nos perspectives, c'est de lancer des activités de neurochirurgie, des activités d'endoscopie du type digestif, des activités de recherche. De nos travaux sortiront, j'en suis sûr, des recommandations qui permettront d'améliorer les prestations, l'organisation et le fonctionnement de cet hôpital dans l'intérêt et le mieux-être des populations. Compte tenu de la distance de l'hôpital Fousséni Dao avec les hôpitaux de 3e référence, les administrateurs entendent faire des propositions afin de faire de l'établissement hospitalier une référence en matière d'offres de soins de qualité avec un plateau technique bien fourni pour la grande satisfaction des usagers. Et à Bamako, ce week-end s'est déroulée la 10e édition du CEO Talk, ce cadre d'échange qui permet à un chef d'entreprise de partager son expérience avec les étudiants et les jeunes entrepreneurs. C'est une initiative du réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest. Benoko Fofana. Avoir confiance en votre compétence, avoir un mentor, être proactif. Fin de citation. Ces mots sont de M. Sissé Abdul Moumini, le PDG de Sissé Distribution. M. Sissé partage son expérience avec les jeunes étudiants et entrepreneurs qui souhaitent faire carrière dans le privé. Quand les jeunes sont sur le point d'entreprendre, il faut vraiment qu'ils comprennent que les choses ne se passent pas toujours comme on les a prévues et que dès le départ, qu'ils acceptent de redimensionner leur projet à la taille des moyens qui sont disponibles et accepter de grandir plus tard. Et secondo, il faut commencer parce que quand on veut attendre que tous les signaux soient verts pour démarrer, je pense qu'on risque de ne pas démarrer. Pour cette 10e édition du CEO Talks, il a suffi 2 heures d'échange aux étudiants et jeunes entrepreneurs d'intérioriser certaines qualités du conférencier qui leur serviront de source d'inspiration.
Avec M. Siché, j'ai appris que si je commence telle chose, je n'ai pas la certitude de pouvoir aboutir à telle chose. Donc il faut suivre son instinct, aller au bout. Comme dans la vie, quand on veut, on peut. Ces solutions qu'il a données vraiment en tant que distributeur, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et ça m'a permis vraiment d'avoir clairement des choses qui ne passaient pas bien dans mon entreprise. Cet exercice est une école pour les étudiants, raison pour laquelle le REAO Mali met un accent sur le choix des invités. Le choix de nos invités, c'est que nous sélectionnons chaque fois le directeur du REAO à une liste de chefs d'entreprise qu'ils ont présélectionnés en tenant compte de leur parcours. C'est tantôt des autodidactes, des personnes qui sont parties, qui n'ont jamais été à l'école, mais qui au final sont devenus chefs d'entreprise. On est dans une phase de développement et ce développement se fera forcément avec le secteur privé, avec les entreprises maliennes. Donc ces initiatives vont dans ce sens-là. Le réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest, REAO Mali, se projette déjà dans le prochain numéro. Le projet USAID Donia Tabolo et le ministère de l'Éducation nationale viennent d'élaborer un référentiel des compétences en mathématiques et en lecture-écriture au fondamental. L'objectif est de renforcer les compétences des éducateurs de l'enseignement fondamental. Almouzer Al-Kamissa Yatara. Au menu de cet atelier de validation, des documents importants pour donner un nouveau souffle à l'enseignement des mathématiques au sein des écoles fondamentales. Le premier porte sur les mathématiques et le deuxième sur la lecture-écriture, surtout pour les classes qui utilisent le curriculum. Le référentiel des compétences ainsi préparé est un document qui va désormais améliorer l'enseignement et les apprentissages pour les mathématiques au Mali. Ça va changer en tout cas les approches d'enseignement. Ça va aussi accélérer les apprentissages. Ça va aussi nous permettre de mettre l'accent sur l'essentiel à acquérir pour les enfants. Cet outil d'apprentissage des mathématiques, de lecture et écriture donne plus la vision de l'enseignement des maths, mais aussi toutes les compétences acquises par les élèves. C'est le lieu pour moi de rappeler que le projet USAID Donia Tabolo, démarré en juillet 2023 pour une durée de 5 ans, appuiera les apprentissages de 350 000 élèves dans 1000 écoles publiques et communautaires des régions de Koulikoro, Dioïla, Sikasso, Koutiala, Bougouni, Ségou, San et le district de Bamako. Les participants à l'atelier de validation des référentiels de compétences en mathématiques et en lecture, écriture sont donc appelés à examiner les référentiels et mettre en commun leurs contributions au cours des travaux de groupe. Actualité des FAMA, les vecteurs aériens ont effectué aujourd'hui 20 mars 2 frappes à 50 km au sud-est d'Abebara. Bilan des ennemis neutralisés et du matériel détruit. On en sait plus avec Abdoulaye Sako. Ce mercredi 20 mars 2024, aux environs de 2 heures du matin, les FAMA, au cours de leur mission de surveillance du territoire national, ont détecté à 50 km au sud-est d'Abebara un groupe terroriste autour d'un feu de camp en possession de plusieurs véhicules. Une première frappe effectuée avec succès a permis de neutraliser ce groupe de terroristes. La seconde frappe a visé des rescapés qui tentaient désespérément de s'échapper avec le matériel roulant. Ils ont également été neutralisés et les véhicules détruits. L'état-major général des armées rassure les populations de la détermination sans faille des FAMA à mettre fin aux exactions de ces terroristes sans foi ni loi. Et l'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que ce mercredi 20 mars 2024, aux environs de 2 heures, les FAMA, au cours de leur mission de surveillance du territoire national, ont détecté à 50 km au sud-est d'Abebara un groupe terroriste autour d'un feu de camp en possession de plusieurs véhicules. Une première frappe effectuée avec succès a permis de neutraliser ce groupe de terroristes. La seconde frappe a visé des rescapés qui tentaient désespérément de s'échapper avec le matériel roulant. Ils ont également été neutralisés et les véhicules détruits. L'état-major général des armées rassure les populations de la détermination sans faille des FAMA à mettre fin aux exactions de ces terroristes sans foi ni loi.
Et cet autre communiqué de presse, le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale informe l'opinion publique nationale et internationale que suite à des allégations de violation de droits de l'homme consignées dans des rapports rendus publics qui auraient été commises au Mali par les forces armées et de sécurité appuyées par des groupes armés non étatiques. Il a ouvert des enquêtes relativement aux faits suivants. Les prétendus cas d'exécution sommaire entre décembre 2022 et mars 2023 dans le centre du Mali. Les présumées violations de droits de l'homme contenues dans le communiqué de presse du Haut Commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies. Les présumées violations de droits de l'homme de décembre 2023 et février 2024 dans le centre et le nord du Mali. Le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée rassure l'ensemble de la population que des efforts sont en train d'être déployés en vue de faire la lumière sur ces présumés faits, d'identifier et d'interpeller les auteurs, co-auteurs et complices pour qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Et de la littérature pour terminer, écrit par Aboubakar Eros Sissoko, cette œuvre littéraire intitulée Sadia Cissé, Dieu, ma famille, le Djoliba, rend hommage à Feu Sadia Cissé, figure emblématique du ballon rond malien. L'auteur met la lumière sur les gloires et l'apport de l'homme dans le rayonnement du football malien en général et celui du Djoliba Athletic Club en particulier. La poésie classique et sociétale, c'est le titre de la deuxième œuvre littéraire également disponible dans vos kiosques. Il s'agit d'un recueil de poèmes de Oukaba. Dans les strophes de cet ouvrage poétique, l'auteur aborde les sujets tels que la citoyenneté, le patriotisme et la souveraineté. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée.